C'est super. Merci d'être là pour pouvoir parler de ce sujet qui est hyper important. Pour les personnes qui nous regardent, je rappelle que Planète Psy organise des webinaires maintenant sur différents sujets parce que je me suis rendu compte à quel point les personnes n'avaient pas accès aux bonnes informations. Malheureusement, il y a beaucoup de charlatans qui sont sur les réseaux sociaux aussi, qui parlent de plein de choses et il y a très peu de professionnels. Donc, le but, c'est un petit peu de donner accès aux bonnes informations et de dire aussi quelles sont les thérapies, les traitements efficaces, quelles sont les choses à faire. Parce que j'aimerais aussi qu'on sorte de ce côté un peu très noir dans la vision des choses, de dire que si on est déprimé ou sinon si on a un trouble psy, en fait, il n'y a rien à faire. Merci à toutes les personnes qui sont là. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je vois qu'il y a des psychologues, des patients. N'hésitez pas, on est là pour vous. Je voulais vraiment faire quelque chose d'utile avec Bastien. Donc, Bastien habite à Montpellier. Il est spécialisé dans la dépression, dans les troubles bipolaires. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de vous présenter aussi les deux super gérantes des deux comptes troubles bipolaires. Donc, Ella et Kathleen qui gèrent le compte dépression aussi. Donc, merci d'être là et de vous occuper aussi bien des publications et toutes les informations qu'on diffuse. Voilà, donc, grand sujet pour aujourd'hui, c'est la dépression. Hmm. Commençons si vous voulez par peut-être faire un petit aperçu des symptômes, des origines. Et après, on va surtout parler des thérapies efficaces. J'ai frisé, alors je sais pas si tu me posais une question ou pas. Oh, je pense que j'ai même pas besoin de te poser des questions parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. D'accord. Non, non, c'est juste, j'ai pas, en fait, ça a Ah oui, frisé et j'ai pas ça a eu du tout frisé. la phrase, donc c'est Oui, revenu avec un ok. moment de silence et je me suis dit, non, peut-être que j'ai Donc, quelque chose à dire ou pas. je disais, commençons peut-être par les symptômes, juste pour un petit Ah oui, rappel, bien hein, sûr, oui. Oui. pour Ben, que je les sais pas. gens, voilà, Déjà sachent faire ce la qui est. distinction, je pense, entre qu'est-ce que c'est une dépression, parce que souvent on peut avoir du mal à distinguer. Est-ce que c'est un coup de moins bien? Est-ce que je me sens pas très bien en ce moment? J'ai eu une mauvaise nouvelle, etc. C'est un moment que ça dure. Est-ce que je suis déprimé ou pas? Ça, sur les critères diagnostiques, hein, c'est au moins l'un des deux premiers symptômes qui est l'humeur dépressive et la perte de plaisir ou la perte d'envie. Donc, il faut au moins un des deux symptômes quasiment tous les jours pendant minimum 2 semaines. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose de très fréquent, associé à 5 autres symptômes qui peuvent être les problèmes de sommeil, soit trop dormir, soit pas assez, les problèmes d'alimentation aussi dans les deux sens, les pensées Augmentation autour des de... problèmes d'appétit. Pardon? Pardon, je t'ai coupé. Je disais augmentation ou diminution de l'appétit. Ouais. Oui, les pensées autour de la mort, notamment les idéations suicidaires, les problèmes de concentration, la dévalorisation, le ralentissement, l'agitation. Là aussi, on voit, c'est intéressant parce qu'on voit encore ces deux, soit le plus, soit le moins en fait, hein. Mm. Euh, et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ça. Et du coup, il faut que ça a des conséquences. Enfin, c'est pas, on ne pioche pas quelques symptômes, c'est vraiment quasiment l'intégralité des symptômes, quasiment tous les jours et quasiment tout au long de la journée. Et du coup, les patients, généralement, quand ils sont déprimés, ils s'en rendent compte assez vite du fait de l'intensité, enfin de la douleur qu'ils ressentent au quotidien, qui empêche littéralement d'avancer, hein. Et il faut que ça ait des répercussions, du coup, ouais, sur la vie quotidienne. La vie quotidienne, toujours. Ouais. Donc, c'est vraiment Mm. à différencier de la tristesse occasionnelle, Mm. réactionnelle, face à une séparation, ou face à une difficulté, ou juste un deuil. Donc Même là, si on la est sur dépression quelque chose de peut dur. venir de ça, hein. Même si ça, Mm. ça peut être alimenté, enfin, initialement la Oui, cause peut être un événement compliqué, mais ensuite mm, s'intensifier et devenir une véritable dépression. exactement. Si vous avez des questions sur les symptômes, n'hésitez pas. On va aussi parler des origines de la dépression. Avant de vous expliquer aussi comment nous, on travaille en TCC pour aider à aller mieux. Mm. Donc, pour les origines, les choses importantes à dire, c'est un peu comme dans les autres troubles en fait. Ouais. C'est très multiple en fait sur
sur les origines de la dépression. Alors, il peut y avoir une origine biologique, comme dans le cadre du trouble bipolaire, où là, il n'y a pas de cause extérieure, c'est un dérèglement biologique qui peut provoquer ça, et du coup, c'est encore plus difficile à expliquer par rapport aux patients, par rapport à ses proches. Euh, et du coup, généralement, il y aura quand même une cause extérieure qui peut être, un peu comme tu l'as dit, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être des problèmes au travail, ça peut être j'ai perdu mon animal de compagnie, etc. Et souvent les patients peuvent avoir ce sentiment c'est assez bizarre à dire, mais de pas se sentir, d'avoir une cause légitime pour être déprimé. Souvent, ils peuvent dire, je sais que c'est pas grand-chose, mais ça m'affecte beaucoup. Alors ça fait partie de la dévalorisation classique hein, dans la dépression. Ce qui est important de retenir, c'est que en fait, quel que soit, bon, tout d'abord, je dirais qu'il n'y a pas de cause illégitime dans la dépression. Tout dépend de notre parcours, mais si on valorise plus le travail, plus les rapports sociaux, ben, on peut être tout autant affecté, moins affecté par l'une ou l'autre des, des causes. Et puis l'autre chose, quelle que soit en fait la cause, que ça soit dépression parce que je suis dans un pays en guerre et du coup on pourrait croire que j'ai une légitimité à ma dépression, ou si j'ai perdu mon chat, ben en fait l'intensité de la dépression sera la même. Donc je vivrai exactement la même chose. C'est ça qui est le plus important, c'est vraiment d'intégrer qu'il n'y a pas de dépression illégitime, il n'y a pas de cause illégitime. Après, ça c'est les causes initiales, mais on en parlait un peu dans le live sur le trouble bipolaire. En fait, c'est que la cause à l'origine très rapidement va être remplacée par la dépression elle-même, parce que la dépression s'auto-alimente. Je sais pas si on en parle maintenant, mais du coup, la dépression s'auto-alimente parce que en fait, ben, chaque symptôme vont entraîner un autre symptôme, qui vont entraîner un autre symptôme, et au bout du compte, ça va alimenter de l'inertie. On prend vraiment, on peut prendre n'importe quel symptôme, hein. On prend les problèmes de sommeil, par exemple. Le problème de sommeil, ben, fait que je vais être plus fatigué. Du coup, en étant plus fatigué, j'aurai moins d'envie. En ayant moins d'envie, je vais faire moins de choses. En faisant moins de choses, ben, je vais commencer à devenir, à prendre moins de plaisir et du coup à devenir un peu plus triste. Et du coup, en étant un peu plus triste, ben, ça va accentuer de nouveau les symptômes de la dépression, etc. Mais ça, c'est une porte d'entrée, mais je peux prendre n'importe quelle autre. Je prends la dévalorisation. J'arrive au même point. Je me dévalorise, par exemple, je me dis que j'ai pas envie de sortir parce que de toute manière les autres vont me trouver nul et du coup je sors pas et du coup là encore l'inertie. Ce qui est intéressant dans la dépression, c'est vraiment chaque fois qu'on suit le fil, on arrive toujours à l'inertie. La dépression, c'est vraiment, elle pousse de toutes ses forces dans un sens, c'est l'inertie. Et du coup, on a une partie de la réponse, hein. On a une partie de la réponse, comment on s'en sort. La question, c'est enfin, sur le papier, c'est simple. Il faut faire le chemin inverse, mais du coup, en gros, ce que je voulais dire, c'est en gros, à l'origine, il peut y avoir une cause à distance même si le cerveau aime bien faire des liens et dire je suis déprimé à cause de cette chose-là, en réalité, c'est la dépression elle-même qui va alimenter ça. Souvent, je dis, vous prenez quelqu'un qui n'a jamais connu de dépression, vous lui faites vivre la vie d'un déprimé pendant quelques semaines, vous allez voir s'il va pas se déprimer. C'est le cas, j'aime bien prendre le parallèle avec le cas du confinement, parce que le confinement a d'une certaine façon mimé les symptômes, en partie en tout cas de la dépression, avec l'isolement, le fait de ne pas voir du monde, la réduction des activités agréables, le fait de plus s'exposer à la lumière du soleil, etc. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'augmentation des dépressions, des dépressions. Et du coup, Ouais, je trouve ouais, ça mime bien en fait. complètement. Ouais. Je suis Hmm, tout à fait d'accord avec toi parce qu'il y a une sorte enfin, une espèce d'inertie qu'on voit comme ça qui s'est hmm, installée chez les gens et qui fait que du coup, bah, il y a moins d'activité, il y a moins hmm, d'envie, il y a moins bah, comme ça, d'initiative aussi. Donc, je prends hmm. plus l'initiative d'appeler des amis, de faire des choses agréables. En fait, il y a une sorte de résilience, en fait, un peu Hmm, qui est pas la bonne résilience, mais celle qui a tendance hmm, à nous garder à la maison
Et, Je sais pas si tu te rappelles, Vélina, mais au début le tout premier confinement, tu avais des reportages sur des gens qui disaient, ah oui, moi, j'ai lancé plein de choses, j'ai profité de cette période pour apprendre telle ou telle chose. Il y avait des tutos qui volaient un peu partout. Et puis finalement, finalement, les gens ne faisaient rien. Et du coup, il y avait cette frustration en se disant, mais comment ça se bah, fait on que j'ai a pas surtout réussi? passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Les gens, ils ont passé 6 heures, Ouais. 7 heures sur les réseaux sociaux par jour. Mais parce que J'ai vu, ouais, bah oui, j'ai vu une l'inertie crée de étude l'inertie. pardon, sur l'effet chez les enfants de l'inactivité pendant le confinement. Et en fait, Hmm, c'est complètement fou. Ils sont essoufflés, ils ont pris je sais plus combien de poids. Enfin, hmm, mais voilà, c'est quand même des choses qui mènent comme ça, comme un cercle vicieux, comme tu disais, hmm. Et complètement. encore dans le comme on le disait tout à l'heure, le confinement, ça mime quelques symptômes, hein. Dans la dépression, on a vraiment tous les symptômes qui arrivent d'un coup et du coup qui font que chaque petit pas devient très compliqué, des choses que la plupart des personnes ne- enfin que ça demande aucun effort, comme aller prendre sa douche, sortir dehors, promener son chien, faire son lit, etc., qui devient une corvée terrible à faire. Et donc finalement, selon vous, par quel bout prendre le problème et comment briser finalement ce cercle Hmm. d'influence de ça? Alors ça, j'ai envie de dire, la mauvaise nouvelle, on a dit que chaque symptôme s'auto-alimente. Donc, et que plus on a de symptômes, effectivement, et plus ça va être douloureux. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut traiter la dépression par tous les bouts. Ça, c'est assez fantastique parce que on prend, par exemple, cette étude qui avait fait prise en charge du sommeil versus antidépresseurs dans la dépression. Donc, un groupe avec antidépresseurs, l'autre groupe thérapie centrée sur le sommeil. Et en améliorant le sommeil, qu'est-ce qui s'était aperçu? Ils avaient eu les mêmes résultats que la dépression. On a la même étude on a la même étude sur l'alimentation, sur le régime méditerranéen qui donc antidépresseurs versus régime méditerranéen en faisant mieux manger les patients. Et du coup, là aussi, on avait une amélioration, enfin, une réduction des symptômes de la dépression qui était comparable. On peut faire sur l'activité physique aussi, qui a des effets anxiolytiques et antidépresseurs. Alors, ça peut être compliqué de faire du sport quand on a pas d'envie, pas d'énergie, bien évidemment, hein, c'est les symptômes de la dépression. Après, il y a certains patients qui aiment bien se battre littéralement contre la dépression et l'activité physique, ça rapproche un peu au corps. Il y a un peu cette question de se faire violence et de se battre contre quelque chose. Ça peut passer par ça peut passer par le lien social ou par modifier sa façon de penser. Alors là, bien sûr, le faire tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, d'où l'intérêt de faire notamment des prises en charge de type thérapie cognitivo-comportementale. Sur le papier, en fait, la solution sur le papier, elle est assez simple. Chaque fois que la dépression me pousse dans une direction, et comment savoir si c'est la dépression qui me pousse dans une direction, je vais juste savoir si ça me pousse vers l'inertie. Chaque fois que la dépression me pousse dans une direction, je vais essayer au mieux de faire le contre-pied de ça. Alors, en composant, bien sûr, avec le manque d'envie, le manque d'énergie. Parce que sur le papier, encore une fois, c'est très simple. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué et l'utilité de se faire accompagner par un thérapeute pour ça, parce que vous pouvez lire des livres sur la dépression, vous comprendrez comment vous pouvez vous en sortir, mais en fait, ben quand vous cherchez un thérapeute, vous cherchez à la fois quelqu'un qui peut vous aider à modifier votre perception des choses, et à la fois qui, du fait d'un certain engagement dans la thérapie, du fait de l'énergie que vous transmet le thérapeute, qui vous permet de faire des petits pas et qui vous permet aussi de faire un plan de prise en charge adapté. Parce que tout à l'heure, je disais on peut prendre par n'importe quel bout, mais du coup, l'intérêt, c'est de voir avec le patient quelle est la partie qui est le plus simple à changer. Quelle est la partie ouais, la plus facile. Si le patient il sent que c'est l'alimentation qui sera plus évident, ou ça sera le sommeil, ou ça sera
faire des promenades dehors, ben on commencera par ça. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on bouge une petite chose, ça va faire bouger le reste. C'est pour ça que ces études, hein, je reviens sur les études qui disaient le sport, l'alimentation, le, le, le sommeil, etc. Bien sûr que ça a des effets antidépresseurs, parce que comme on l'a dit, chaque engrenage est lié. Donc, si vous bougez une chose, ça va forcément faire bouger les autres choses. C'est Donc, un chaque peu comme dans les symptôme, phobies, hein, c'est pareil, les gens qui ont hum, des peurs dans différentes situations, une fois qu'on bouge une situation, il y a hum, aussi d'autres choses qui se modifient en fait. Ça me fait hum, penser à On la sait que c'est méthode des important. petits pas qu'on avait évoquée dans le live sur les troubles bipolaires. oui, les micro-pas. Mm. En fait, l'idée, c'est que, parce que là, je veux pas non plus faire croire que, ben, finalement, c'est simple de sortir de la dépression. Hop, il suffit de se mettre en mouvement et en fait, mon proche avait raison. Faut pas que je reste au lit, c'est de ma faute, etc. Non, c'est effectivement, il faut réussir à contrecarrer ça, mais pourquoi c'est pas aussi simple que ça? Parce qu'il y a pas mal de, enfin, la dépression a des alliés, qui est le manque d'envie, le manque d'énergie, la perte de plaisir, le, 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 les pensées négatives qui tournent en boucle, et du coup, ça, c'est très compliqué avec ça de réussir à mettre en place des choses. Pour faire comprendre un peu aux proches, j'aime bien aussi prendre l'exemple on a tous connu des périodes où, je sais pas, on était malade, on avait la grippe, et vraiment une grippe très très sévère, où on était cloué au lit. Et imaginez-vous dans cet état-là, et on vous dit, allez, il faut sortir du lit, c'est pas en restant au lit que ça s'arrangeait, et du coup, on, on- si quelqu'un nous dirait ça, on se sentirait incompris, on dirait, non, c'est pas possible, je peux pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment, merci de faire appel, enfin de revenir sur cette technique du micro-pas. En fait, l'idée c'est de faire vraiment un tout petit pas qui va me rapprocher le plus possible de l'activité, mais qui doit me demander aucune envie, aucune énergie. J'aime bien souvent prendre l'exemple de la vaisselle où si j'ai, enfin moi j'ai rarement envie de faire ma vaisselle et du coup si je sais que je dois faire ma vaisselle, déjà je vais sortir ce qu'on disait la dernière fois d'ailleurs, je vais sortir du module envie pas envie parce que dans ce module envie pas envie, dans la dépression c'est toujours pas envie qui gagne. Donc, il y a une perte d'envie. Et du coup, je vais me poser la question avec le module envie, pas envie, je vais me poser la question, est-ce que ça m'est utile ou pas utile? Et du coup, je vais arriver à un point où je vais me dire, OK, je n'ai pas d'envie, mais en même temps, je sais que si j'arriverais à le faire, ça me serait utile. Et du coup, ça va recréer un tout petit peu d'envie. Et ensuite, l'idée, c'est que je vais essayer de me servir de ce tout petit peu d'envie pour faire un tout petit pas. Donc, si c'est faire la vaisselle, ben, je vais, par exemple, faire 2 ou 3 verres. Et du coup, pas les verres les plus compliqués. Je vais essayer de laver ces 2, 3 verres. Donc, si j'y arrive pas, c'est que le micro-pas était trop grand. Donc, la prochaine fois, je vais prendre un objectif encore un peu plus bas. Et si j'y arrive, si j'y arrive et que j'ai pas l'envie et l'énergie qui est revenue, ben, j'ai le droit de m'arrêter. J'ai le droit de me dire, OK, là, j'en peux vraiment plus et ça sera pas grave. Ça sera toujours 3 verres de fait alors que je l'aurais pas fait d'une autre façon. Mais bien souvent, en fait, une fois qu'on commence à mettre en place des choses, on a un peu plus d'envie et d'énergie. Et du coup, ça crée un cercle vertueux ne serait-ce que dans la journée où ça nous donne un peu plus d'envie. Mais c'est très important de respecter la règle accepter de s'arrêter dès qu'on en peut, enfin dès qu'on sent que ça va être trop compliqué. C'est trop Parce que, en fait, c'est accepter de s'écouter aussi. Hein. oui, oui. Et puis être bienveillant avec soi. Il y a des jours, c'est pareil sur la dépression. C'est pas la sortie de dépression, elle n'est pas linéaire. En temps normal, notre humeur, elle est fluctuante. Et du coup, quand les personnes sont déprimées et qui s'améliorent, du coup, ça monte, mais il y a toujours ces fluctuations. Donc, il y a des moments où ils vont avoir l'impression que ça y est, je redescends, j'arrive plus à faire les choses, etc. Alors qu'en réalité, ils sont dans une progression et du coup, on sait qu'ils vont réussir à sortir la tête de l'eau. Parce que je le rappelle d'ailleurs, hein, sur la dépression, on parle d'épisodes dépressifs. Ça a toujours un début et une fin. Quand on est en plein cœur de la dépression, on a l'impression que
ça s'arrêtera jamais, qu'il y aura jamais de fin à ça, mais tout est dans le nom, hein. Un épisode dépressif. Et en fait, la grande question, c'est combien de temps on va mettre avec le patient pour l'aider à sortir de cette période très, très désagréable et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? La thérapie, les approches médicamenteuses aussi, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accélérer le processus? J'aime bien donner Je- l'image de la vague. En général, elle aide bien parce que ça permet de voir aussi que bon, bah, la vague, de toute façon, elle va pouvoir redescendre même quand on n'est pas bien. Et du coup, de Hmm, voir un peu cette temporalité aussi et de ne pas se dire j'y suis pour toujours, hmm, ça va jamais changer. Mais d'où l'importance aussi du thérapeute qui est là pour vous motiver, pour vous soutenir, pour aussi vous donner les bonnes techniques parce que c'est trop compliqué tout seul hmm, que ce soit dans les phobies ou dans la dépression, de trouver les bonnes stratégies. Il y a quand même des thérapies qui marchent. On n'a pas parlé de différentes thérapies qui existent. Donc, il y a bon, la psychanalyse, forcément, qui est très médiatisée en France, hmm, euh, mais qui montre beaucoup moins d'efficacité que les thérapies cognitivo-comportementales, par exemple, pour la dépression. Euh, et c'est là où c'est important du coup, de tester d'abord les choses qui ont été validées scientifiquement. hmm. Ça, c'est le truc hyper important. Et ensuite, pourquoi pas faire d'autres choses. Mais commencer par quelque chose qui est validé sur le plan scientifique et ensuite, voilà, à voir. En plus, ce qui plaît généralement dans les TCC auprès des patients, c'est que c'est très rationnel. Ils comprennent le mécanisme. Là, ce qu'on explique, c'est très simple en fait. Après, l'idée, c'est comment on arrive à mettre en place les choses, mais du Oui, coup, c'est très abordable et puis ça rend le patient acteur aussi de la thérapie. Il peut se saisir des outils et mettre en place des choses. Je pense, alors on sort un peu de la dépression, mais je repense à une patiente qui se battait contre un toc de souillure, donc les tocs de lavage, et qui au milieu de la thérapie, je lui donnais un exercice et elle revenait et elle me disait, alors j'ai fait ça, mais j'ai aussi marché pieds nus chez moi. Et du coup, je lui disais, mais c'était pas dans dans l'exercice. Mais vu qu'elle avait compris qu'en faisant, vu qu'elle avait compris comment ça fonctionnait, elle se mettait elle-même d'autres exercices pour aller plus vite. Et ça, j'aime beaucoup dans les TCC quand les patients prennent les concepts et les appliquent. Enfin, s'ils veulent bah oui, accélérer, ils peuvent c'est accélérer génial. aussi. Ouais. Mm, Là, j'ai une patiente cette semaine, par exemple, qui n'avait pas pris l'ascenseur depuis 15 ans. mm, Euh, je l'avais vue juste 2 fois. Je l'ai vue 2 fois. Elle a repris un ascenseur vitré. mm, Alors que voilà, ça faisait des années qu'elle n'avait pas osé faire ça. Donc, c'est juste énorme. mm, Elle a compris comment ça marche et je lui ai expliqué enfin, les mécanismes de la panique et tout. mm, Donc, c'est hyper important. C'est tout un partenariat avec le patient, hein. Les thérapistes, mm, c'est pas juste je raconte mes problèmes et on ne me donne pas de retour. Là, on n'est plus du tout dans ce type de thérapie. On est dans quelque chose de très collaboratif. mm. Le but, c'est vraiment de vous aider à faire différemment et d'apprendre d'autres stratégies. Et Donc, je dans les pense PCC, que, pardon, non, je oui, voulais juste rajouter que je pense qu'il faut dire aussi aux gens de ne pas forcément écouter les gens ou même les professionnels qui disent que les TCC sont antinomiques avec un travail de fond. Parce qu'en fait, on peut faire les deux. On peut débuter par des TCC pour aller mieux, plus vite, plus efficacement, et ensuite se lancer dans un travail de fond si on en a besoin. Et les deux ne sont pas forcément opposés. Et je pense que ça peut rassurer les gens aussi de comprendre pourquoi il y a tant d'opposition chez les professionnels. Non, il n'y a pas d'opposition en fait. Les deux sont ouais, possibles. complètement. Complètement. On peut faire les deux. Tout à fait, c'est important. Après, Et je suis un peu sceptique sur l'expression travail de fond parce que il y a un peu ce cliché qui nous vient de la psychanalyse, qui serait que dans les TCC, certes, on peut diminuer les symptômes, mais ensuite les symptômes vont réapparaître ailleurs et ça, aucune étude ouais. ne valide C'est ceci. complètement faux. En fait, il y a eu Ouais. plein d'études qui montrent qu'en fait, un patient qui est guéri, voilà, enfin, on l'a Mm, aidé. C'est pas, il n'y a pas d'autres symptômes qui se déplacent. mm, Et puis, vraiment, ça a été étudié sur le plan international, scientifique. mm, Donc, ça, vous pouvez facilement faire confiance.
Peut-être pour revenir sur les thérapies cognitivo-comportementales, Hmm. juste pour vous dire que leur but, c'est de travailler à la fois sur les pensées, toutes les pensées que vous avez par rapport aux situations. Et dans la dépression, il y a toute la partie triade cognitive où on va avoir une vision négative du monde, de soi, des autres, du futur aussi. Euh, donc qui est très présente. Et puis, donc, on va travailler à la fois ces pensées-là, aussi les émotions, donc avec différentes techniques, mais aussi les comportements, comme tu disais, avec des toutes petites Hmm. choses. Il faut dire la méthode des pas aussi qui est très efficace. Hmm. Là, on a beaucoup parlé au début de l'approche comportementale, du coup des TCC, avec réussir à modifier nos comportements au quotidien. Après, aussi parce que l'approche cognitive, elle se fait vraiment avec le thérapeute. C'est très compliqué de modifier soi-même ses pensées. En tout cas, initialement, c'est très difficile de prendre du recul soi-même sur ses pensées. Après, le travail avec le thérapeute, en tout cas dans les TCC, une fois qu'on a compris les biais qui alimentent la dépression, on peut soi-même faire ce travail, se dire tiens, c'est de nouveau ma pensée, je suis nul, elle vient de nouveau de ce biais-là, etc. Et du coup, ça permet de plus accrocher à la pensée. Ça permet de prendre du recul et de ne plus la considérer autant que, autant que avant que j'ai ces connaissances-là, en fait. Mm. J'ai une question pour toi. Ah, La j'espère que j'aurai une dépression, réponse. la dépression n'est-elle pas toujours due à l'absence de projet? Ben, j'ai envie de dire non parce que comment dire ça? Bien sûr que on va avoir du mal en dépression à se projeter dans des enfin, dans des perspectives, mais enfin, il y a tellement de causes différentes à la dépression. Quelqu'un qui perdrait ce que je disais tout à l'heure, qui perdrait son animal de compagnie. C'est pas son problème, c'est peut-être pas l'avenir, c'est la douleur de perdre ça. Après, bien sûr que enfin, ça va être un symptôme de la dépression, hein, le fait d'avoir du mal à se projeter, mais ça peut être une cause, mais c'est une cause de plus parmi les autres. C'est pas forcément la cause unique. Mm. Parce Oui, on qu'on- peut tout à fait avoir des projets, mais en fait les voir aussi d'une manière très Hmm, négative et se dire je vais jamais y arriver, je suis hmm, nulle, ça va jamais marcher, tout ce qui fait que du coup ça renforce un peu le Oui, côté c'est ça, négatif. ça peut même être une conséquence finalement de la dépression, puisque à c'est force d'être ça. toujours dans cette humeur dépressive, de vivre ces symptômes au Hmm, quotidien, c'est difficile de voir ce qu'il va y avoir après, et donc hmm, d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire, voilà. hmm. Ce qui C'est n'empêche pour pas, ça que mais c'est c'est pour ça que je disais, ça peut être une cause, mais c'est surtout une conséquence qui va ensuite redevenir une cause. Parce que la dépression, vu qu'elle s'auto-alimente, ensuite n'importe quel symptôme de la dépression est à la fois cause et conséquence d'elle-même. Mais c'est sûr que dans son chemin, avec toutes les pensées négatives, la projection dans le futur va être très altérée chez les patients. C'est évident. Quand vous pensez je suis nul, quand vous pensez ça va toujours se reproduire, j'arriverai à rien, c'est très compliqué de percevoir les choses et même à petite plus. échelle, comment se dire qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux faire projeter d'aller voir mes amis la semaine prochaine si je ne suis pas sûre Hmm, d'être en état le jour J hmm, pour le faire en fait. Donc même à petite échelle, hmm. ça Ouais, c'est très au jour le jour la dépression. Hmm. Quelqu'un demande à la base de la dépression, est-ce qu'il n'y aurait pas un changement de la routine? Est-ce qu'on peut préciser? Est-ce qu'on peut préciser? En fait, dans la dépression, il y a deux. C'est un peu schématisé, mais il y a deux origines. Soit ça va être quelque chose d'assez brutal, et du jour au lendemain, je vais me retrouver déprimé. Ça peut être, on parlait des deuils tout à l'heure, ça peut être les chocs comme ça, ou ça peut être, Ou dans les troubles bipolaires aussi, hein, oui, oui, les dérèglements biologiques, je le fais rentrer justement dans cette idée-là du, la chose brutale où il y a les descentes progressives. Un peu, euh, un peu la grenouille dans la marmite, hein. Vous savez, quand on monte d'un coup, elle saute de la marmite, alors que je sais pas si vous connaissez ça. Je sais pas, c'est pour un sadique, une histoire.
Bon, si vous connaissez Mais pas, en après, c'est gros, génial, je découvre des choses. bon, je sais pas si c'est validé scientifiquement, par contre, je suis désolé, vous allez me le dire ou pas, mais en tout cas, l'image est assez compréhensible. L'idée, c'est quoi? C'est si vous mettez une grenouille dans une marmite et que vous montez la température d'un coup, elle sautera de la marmite et du coup, finira pas ébouillantée. Alors que si vous montez vraiment très, 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 très progressivement l'eau, elle finira par être ébouillantée sans s'en rendre compte. Et en fait, la dépression peut venir aussi d'une lassitude de son quotidien. Et c'est très insidieux, hein. On ne sait plus pourquoi on va au travail, on n'arrive plus à prendre du plaisir aux choses et on s'enfonce de plus en plus dans une routine qui est très désagréable. Mais du coup, je prendrais plutôt le contre-pied à ce qui a été dit. Souvent, c'est une routine qui va finir par se mettre en place parce qu'on n'ose plus sortir de la bulle. Alors, j'aime pas l'appeler la bulle de confort parce que c'est pas si confortable que ça dans la dépression. Et c'est la bulle de je connais ce qui s'y passe dedans. C'est le train-train quotidien. Et du coup, la bulle, souvent, c'est le chez-soi. Alors, les personnes déprimées ne font rien chez eux, mais ils contrôlent ce qui se passe chez eux. C'est ni agréable, ni d'autres choses désagréables en plus. C'est juste le désagréable du moment. Et du coup, le travail aussi dans les TCC, c'est leur faire accepter l'idée de sortir de la bulle. Et c'est un vrai travail parce que sortir de la bulle, ça veut dire certes avoir les bonnes choses qui sont à l'extérieur, mais aussi risquer de rencontrer d'autres mauvaises choses. Si Je je vois. sors, je finis juste cet exemple-là, si je sors voir des amis, je sais que c'est pour ça qu'on les prépare aussi. Mais si je sors voir des amis, il faut que j'accepte l'idée que mon cerveau va me dire je suis nul, va me dire je j'ai rien à leur dire, je suis pas intéressant, je vais les ennuyer, etc. Et du C'est coup, rapatrié, c'est mieux à la maison. Enfin, Oui. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que on les entraîne à se préparer justement à prendre de la distance par rapport à ces pensées-là, parce qu'on sait qu'on a besoin des causes extérieures pour changer ce quotidien. Parce que si on change pas le quotidien, ça c'est la question que j'aime bien poser aux patients pour leur faire comprendre la nécessité de changement. C'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors c'est une question un peu bizarre, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour surtout ne pas sortir de la dépression? Et souvent, j'ai deux types de réponses qui reviennent à la même chose. C'est soit ne rien faire, soit continuer comme ça, qui revient du coup à ne rien faire. Et du coup, effectivement, on sait qu'on doit changer les choses. Maintenant, la grande question, parce que encore une fois, sur le papier, c'est clair, mais dans la pratique, c'est plus compliqué. La grande question, c'est comment on met ça en place, par quoi on commence et à quelle vitesse on met ça en place. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir sortir de la bulle. C'est comme dans les troubles anxieux d'ailleurs, hein. Comme dans les troubles anxieux, rester dans la bulle va conforter encore un peu plus le trouble anxieux et va faire que la bulle d'ailleurs va de plus en plus se rétrécir. Une abonnée demande justement comment faire pour sortir de sa bulle. Et ben, comment faire? Ben, je dirais encore une fois le micro-pas. Je vais y aller progressivement. Donc sortir de sa bulle, ça peut être si je prends littéralement, par exemple, l'idée de sortir de chez soi, et ça peut être déjà commencer par faire chaque matin. Je prends le matin parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et souvent c'est des choses qui peuvent aider les patients. Mais je vais juste faire le tour de chez moi. Ça va me prendre peut-être 2 minutes et je peux me dire dans ma tête 2 minutes, c'est pas en sortant 2 minutes que ça va me faire sortir de la dépression. Et en fait, chaque petite chose que les patients arriveront à mettre en place, en fait, ça permettra de casser la dynamique négative pour transformer en cercle vertueux. Et du coup, c'est ce que je disais au dernier live sur le TGV. Je crois que j'ai parlé du TGV. Je vais donner envie de regarder notre précédent live. L'idée, c'est que le TGV, si on connaît pas sa vitesse, si on n'est jamais monté dans un TGV et qu'on le voit au départ, on se dit, je rentre pas dedans parce que le Paris-Marseille, je vais mettre des heures et des heures et des heures pour le faire. Alors que le TGV, en fait, le premier tour de roue est très, 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 très lent, mais ce premier tour de roue, il est lent parce qu'il doit supporter toute cette masse du TGV et du coup, progressivement, le premier tour de roue est lent, mais le deuxième est un peu plus rapide, le troisième un peu plus rapide, le quatrième un peu plus rapide. Et du coup, dans la dépression,
l'idée de sortir de sa bulle, c'est exactement ça. C'est comment je peux contrarier ma dépression en faisant une toute petite chose en plus que j'aurais pas fait si je suivais juste mon émotion. Mais toujours en composant le manque d'envie et le manque d'énergie. Jamais en se mettant dans le rouge, jamais en s'épuisant et toujours avec bienveillance. Et en fait, Mais alors que, pardon. non, je disais, juste pour répondre, je disais, mais du coup, sortir de sa bulle, encore une fois, ça peut être n'importe quelle chose. Ça peut être, aujourd'hui, je vais mieux m'alimenter. Aujourd'hui, je vais essayer d'envoyer un SMS à quelqu'un. Si appeler quelqu'un, c'est trop compliqué, ben, je vais peut-être commencer par le SMS. Ou si j'appelle quelqu'un, ben, je vais lui dire dès le début, je peux pas parler très longtemps, je vais devoir raccrocher, au bout de quelques minutes, mais, je voudrais juste prendre de tes nouvelles ou faire un plan sur une série de questions. En fait, l'idée, c'est toujours, comment je mets en place des débuts de comportement et pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et Mais de ça, faire les choses progressivement aussi. oui, ben, on est obligé du fait du manque Mm. d'envie, du manque d'énergie, du pessimisme et de la perte de plaisir. C'est très important de le faire pas à pas, effectivement. Parce que Et la Julie, personne qui demandait, pardon, excuse-moi, comment sortir de sa bulle, c'est une aidante et Hmm. qui est en souffrance parce que son mari enfin, elle a essayé de lui donner cette Ah, je méthode des comprends mieux. micro-pas et Hmm. ça marche pas. Et du coup, peut-être donner des conseils aux aidants, comment faire pour aider Hmm. leurs proches. Je rigolais sur ça marche pas. C'est plus la Ah, mise allez en pas. application. Ça marche pas. Elle n'y arrive pas de cette façon-là, mais Oui, parce globalement, que c'est quelque chose qu'on connaît et évidemment, c'est hyper compliqué pour les proches aussi de savoir ce qu'il faut faire, oui. comment Pour les réagir. proches, la règle d'or, pour les proches, la règle ouais, d'or, c'est excuse-moi, juste je t'interromps, mais cette même personne précisait tout à l'heure qu'elle lisait sur les lèvres et que du coup, il fallait pas cacher sa bouche quand on parlait. Désolée, je t'interromps, mais quand je te voyais comme ça. la règle. Mais j'attends que Vélina nous sorte les sous-titres pour chaque live. Pour chaque live. La, la règle, la règle d'or, du coup, je disais, c'est et du coup, je m'inhibe. J'aime beaucoup parler avec les mains. Du coup, ça m'inhibe un peu ma communication. La règle d'or, c'est de jamais pousser le proche, enfin le patient, quoi, la personne qui est atteinte de dépression, ne jamais le pousser, mais l'accompagner. C'est-à-dire toujours lui proposer sans qu'il se sente obligé de faire les choses et lui mettre en avant pourquoi, à quel point ça serait positif. Et s'il peut pas, accepter complètement sa réponse et de dire ok, ben aujourd'hui c'est pas possible et c'est pas grave. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Après, vraiment, je sais à quel point ça peut être compliqué pour les proches parce que ben, les proches regardent la situation de l'extérieur et comprennent bien à quel point l'inertie fait tellement de mal à la personne. Et puis, cette inertie, elle impacte aussi la famille. Parce que dès que vous voulez sortir, dès que vous voulez faire quelque chose avec le proche, ben, d'un seul coup, ça devient tout de suite plus compliqué. Et puis, vous savez jamais s'il va vous dire oui ou non. Donc, je dirais, Oui, mais la prenez pas comme, enfin, en tout cas, prenez-la, enfin, si jamais la personne ne fait pas assez d'efforts, prenez-la comme un symptôme, en fait, pour pas culpabiliser l'autre, évidemment, et pour aussi lui montrer que vous le comprenez. Mais c'est important de et, savoir que cette inertie, elle fait partie du problème, en fait, et de la problématique. puis enfin, souvent, les proches ont du mal à savoir quoi dire, ils se sentent davantage maladroits et du coup, souvent en fait, la présence suffit et montrer qu'on comprend la douleur de l'autre et montrer que s'il a besoin, ben on est là, on le soutient. Mais il n'y a pas forcément besoin de dire quoi que ce soit en réalité. Un autre point qui me semblait essentiel, c'est euh, le proche peut effectivement aider. Après, c'est très important euh, que la personne soit suivie par un thérapeute parce que c'est pas au proche de faire tout ce travail-là. Ça risque de déjà parce que le rôle fait qu'il sera pas aussi entendu que par le patient que le proche. Il y a pas une distance, il y a pas forcément cette neutralité qui permet au thérapeute de dire des choses et transformer la perception des choses et du coup
soutenir leurs proches et en gros, ce que je dirais, c'est vraiment soyez patient, essayez toujours de faire des choses à côté de la personne, essayez de faire des, des, des petites choses progressivement et commencer par les choses qui sont plus simples, même si ça vous paraît pas grand-chose pour vous, mais qui sont plus simples par rapport à votre proche. Parce qu'il y a une fatigue qui est énorme chez les gens qui Ouais, ben, sont bien sûr. dépressifs. Mm, La moindre chose, c'est un énorme effort. mm, Donc, juste sortir de chez soi, se préparer, s'habiller, écouter des bruits, ça peut être hyper compliqué. Donc, en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être difficile pour la personne. mm, Donc, même les petites choses peuvent être très compliquées. Mais ça nous amène aussi peut-être, je voulais te poser la question des groupes que toi, tu mm. organisais sur la dépression, parce que tu as l'habitude. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très efficace. Donc, peut-être nous dire les thèmes, qu'est-ce qu'on travaille aussi dans ces Mm. groupes-là. Et vous En dire que fait, ça va se lancer aussi en ligne. Donc, ça serait quelque chose de mm, disponible en ligne très bientôt. pendant à peu près 5 ans, j'ai mené les groupes de prise en charge de la dépression dans le trouble bipolaire. Alors, il faut savoir que la dépression dans le trouble bipolaire se traite de la même façon que la dépression unipolaire, en fait. Et du coup, c'était des groupes TCC. On a eu d'excellents résultats avec. Donc, c'était un groupe limité dans le temps. C'était un peu plus de 2 mois. Et on avait une réduction de plus de 50%, 50% des symptômes dépressifs. Et du coup, généralement, les patients qu'on nous adressait étaient en dépression sévère et repartaient en moyenne en dépression légère, en l'espace de 2 semaines. Et du coup, ça a créé un cercle vertueux qui faisait qu'ensuite, ils allaient, même en finissant le groupe, ils continuaient à s'améliorer. Alors, quelle était la prise en charge? Ben, c'est un peu ce qu'on vient de dire là, mais en gros, l'idée, c'était à la fois de mieux comprendre comment fonctionnait la dépression. Le fil rouge, c'était augmenter les activités agréables et qui ont du sens. Ensuite, réussir à gérer le manque d'envie, le manque d'énergie par rapport aux obstacles qu'on a évoqués tout à l'heure. Réussir à avancer vers ses valeurs pour donner du sens aux choses. La gestion des pensées négatives aussi. Réussir à prendre du recul sur toutes ces pensées difficiles. Et après, tout ce qui était gestion de l'anxiété, aussi d'affirmation, un peu d'affirmation de soi pour savoir mieux communiquer avec les proches. Et ensuite, on travaillait sur tout ce qui était prévention de la rechute. Mais en gros, en gros, les trois leviers, c'était à la fois jouer sur l'hygiène de vie, parce que l'hygiène de vie a un impact, comme on le disait tout à l'heure, capital. Donc, quand je mets dans l'hygiène de vie, c'est sommeil, alimentation, activité physique, euh, relations sociales, promenade dans la nature, etc. Augmenter les activités qui ont du sens et du coup se reconnecter à ses valeurs. Et puis ben, ce travail sur changer sa façon de voir les choses. De Parce qu'on penser sait que dans un la dépression, il y a travail des sur les biais. pensées négatives. Ouais, c'est ça. On sait que dans la dépression, il y a des biais qui se créent comme l'étiquetage. Je suis nul, c'est une étiquette. En soi, nul, qu'est-ce que ça veut dire? Nul par rapport à qui? Nul par rapport à quoi? Ou la surgénéralisation. Quand je dis je rate toujours tout, c'est toujours pareil, c'est de la surgénéralisation. Je rate une fois et du coup je vais alimenter tout le reste. Et du, et du Mm. coup ben ça crée en plus en groupe ce que j'aime beaucoup prendre en charge la dépression en groupe parce qu'il y a une belle solidarité entre les patients qui se comprennent bien. Et puis ça permet de faire des exercices quand il y a quelqu'un qui arrive avec une pensée, mais moi je suis un feignant, mais on aime bien, on aime bien creuser et dire ok, vous vous sentez donc feignant et pourquoi vous vous sentez feignant et la personne dit ah ben parce que je fais rien. Et du coup, ben, on regarde les autres participants et on dit ah ben est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font rien et du coup tout le monde ils sont tous déprimés donc forcément tout le monde lève la main. Et du coup, j'aimais bien poser la question à cette personne en disant, mais alors du coup, je dois considérer les autres comme étant feignants aussi. Et là, le biais chutait parce que la personne était
t'es malveillante avec elle-même, mais pas avec, pas avec les autres participants. Et du coup, ça c'est permettait de génial. prendre du recul. L'effet du groupe est toujours Mm. extraordinaire, hein. Enfin, dans tous les troubles. Le fait de pouvoir voir d'autres personnes qui ont la même chose, de se reconnaître un peu dedans, mais de voir les choses avec plus de distance et de se dire, mais tiens, j'ai ça ou j'ai pas ça et tout. En Mm. fait, ça permet vraiment de mettre plus de perspective et en même temps de se sentir hyper soutenu. Donc, Mm. vraiment, c'est génial. Je pense que Puis ça ça devrait permet être de, ça permet aussi de voir l'évolution en fait. Ça permet de voir, par exemple, si une personne commence à sortir la tête de l'eau plus rapidement que les autres, ben elle va inciter les autres justement par son exemple à, à, à aussi faire de même par rapport aux exercices et ça va créer justement cette alliance. C'est souvent enrichissant dans un groupe hein, quand on voit quelqu'un qui part plus vite que les autres parce qu'on sait qu'on va pouvoir s'appuyer aussi sur cette personne pour encourager les autres. Souvent, on lançait en même temps en parallèle un groupe WhatsApp ou les WhatsApp ou autres où les participants pouvaient communiquer avec eux-mêmes et en fait, ça crée vraiment une belle une belle énergie, ouais. dynamique. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, cette prise en charge en groupe, elle sera disponible très bientôt sur Mm. le compte. On vous donnera les détails, donc n'hésitez pas à nous écrire un message privé si ça vous intéresse. Et il y avait quelqu'un qui me posait la question sur les prises en charge. Donc oui, et d'autant plus cette année parce que les mutuelles sont censées rembourser au moins 4 séances de psychologie. Donc en fait, on arrive quand même à avoir des bons remboursements, enfin, pas suffisants, mais évidemment, ça sera jamais aussi bien, je pense, que dans les autres pays voisins, la Belgique, la Suisse, où là, on me disait, bah, on a 40 séances de psycho remboursées sans Mm. problème. Voilà, mais c'est déjà un début. Et puis, on va faire en sorte que ça soit pas trop cher et que ça soit pas hyper coûteux. Donc, pour que ça soit plus simple pour vous et toujours avec une facture de psychologue pour que vous puissiez être remboursé. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la mutuelle. Mais je pense que là, cette année, ils sont tout obligés de rembourser 4 séances ou c'était juste des recommandations, je ne sais plus. En tout cas, il y en a plusieurs qui commencent à le faire. Oui, en fait, il y a des échos un peu différents. Moi, au cabinet, en tout cas, j'ai eu des patients qui ont pas eu trop de mal à se faire rembourser plusieurs séances. Après, Ouais, euh, bon, ça avance ça vaut le coup de passer un coup de fil la à sa mutuelle. mutuelle. Mm. Oui, complètement. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Après, l'idée, Euh, c'est que si quand on lancera le groupe, c'est faire quelque chose d'accessible aussi pour les patients au niveau d'un point de vue tarifaire, avec ou sans mutuelle, que ça soit quand même abordable. ouais, tout à fait. Il y avait beaucoup de questions. Ah. Normal. La dernière fois, on avait dit ça, mais on l'avait pas fait. Mais du coup, moi, je veux bien refaire un live juste pour répondre à toutes les questions du Ouais, live, enfin, avec de plaisir. récupérer ces questions-là et qu'on puisse et qu'on fera pareil sur le trouble bipolaire si s'il y avait des. Ce qui est difficile dans les lives Instagram, c'est qu'on n'arrive pas à Ouais, il faut les noter en fait. Moi, je les note justement. Et du coup, une question concernait à partir de combien de temps considère-t-on qu'une méthode est inefficace pour une personne? C'est intéressant ça. Euh, dans, comment dire ça? Dans les TCC, techniquement, au niveau des thérapies, si on parle de la dépression dans les TCC, au bout de, au bout de, au bout de 15 séances, on doit quand même au minimum, enfin, c'est un peu ma marge haute, mais au bout de 15 séances, quand même, je dois quand même voir des choses, voire même au bout de 10 séances, je dois commencer à voir des choses bouger. Si j'ai l'impression que j'arrive pas du tout à, même sur les autres troubles, hein, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Vélina, mais Oui, oui, les effets complètement. Et sont très puis, rapides en fait. Hein. oui. Les effets. Je pense que quand on est avec quelqu'un qui est spécialisé dans un trouble, Hmm, en général, on a des améliorations. hmm. Donc, c'est juste aussi une question de thérapeute.
Ça arrive que ça bloque, mais normalement, le thérapeute rapidement va refaire une analyse fonctionnelle pour comprendre pourquoi ça a bloqué, il va changer son approche, mais ça va pas durer 15 séances comme ça. Euh, Oui. Sur les thérapies brèves, en plus, enfin tout est dans le nom, hein, thérapie brève, ça dure pas, elles vont pas durer 1 an, hein. Même 6 mois déjà, ça commence à être un peu. Et justement, il y avait Après, une autre évidemment, il y a un travail aussi sur les difficultés relationnelles. Parfois, il y a énormément dans la dépression. On peut quand même trouver des difficultés d'attachement, des problématiques d'attachement, en tout cas avec des choses assez complexes hein, qui ont été vécues aussi dans l'enfance. Donc, voilà, des fois, il faut travailler aussi sur ça et Ah oui, ça adapter en après. fonction Hmm, des problématiques de chaque personne. Donc, c'est vraiment hyper hmm, personnalisé. hmm. Après, la dépression peut, peut faire venir d'autres troubles, comme tout trouble, hein. Un trouble anxieux généralisé, par exemple, est à fort risque de dépression dans l'année. Et du coup, une dépression peut entraîner un trouble des addictions comme la consommation d'alcool, qui va devenir autonome par la suite. Et du coup, plus il y a de choses qui gravitent autour, et plus ça peut prendre de temps. Mais voilà. Globalement, dans les TCC, on comprend vite quand on va dans la bonne direction ou pas. Et il y a une alliance avec le thérapeute de toute façon, hein. Normalement, le thérapeute doit dire là, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Régulièrement, il pose des questions très précises sur la problématique centrale, et quand il n'y a pas une évolution, c'est de faire le point avec le patient et de dire j'ai l'impression qu'on n'avance pas sur cette problématique-là, et de reprendre un peu à zéro, voir qu'est-ce qu'on a loupé et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour travailler ça. Mais il y a une vraie remise en question régulièrement dans la thérapie, dans les TCC. Et donc, justement, il y avait une autre personne qui disait qu'elle vivait un stress émotionnel continu et qu'elle se sentait Hmm. paralysée dès qu'elle essayait de mettre en place des choses ou de faire quelque chose, en fait, quand elle essayait quelque chose. Ah, je vais attendre que Bastien revienne. Je suis pas parti. Oui. Bon, elle disait, voilà, qu'elle se sentait paralysée quand elle essayait de mettre quelque chose. Et donc, ça rejoint la question de comment pallier un peu aux symptômes de perte d'envie, de culpabilité, euh, qui interrompt un peu la prise, euh, l'utilisation des outils qu'on donne en TCC, justement. Hmm. Ben, alors, déjà une première chose, là si on parle d'anxiété, parfois ça peut être intéressant de s'appuyer sur un anxiolytique si l'anxiété est vraiment paralysant et empêche la personne de mettre en place des comportements nouveaux. Ensuite, par la suite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si c'est trop dur, c'est déjà que le pas qu'on a fait, il est déjà trop grand. Et du coup, il faut revoir ses objectifs à la baisse et de pas perdre de vue que c'est pas parce que j'ai baissé les objectifs que ça va pas créer une dynamique. Maintenant, si ça bloque vraiment sur un point, ben on va essayer de trouver, parce qu'encore une fois, on a dit que tous les symptômes s'auto-alimentaient. Et du coup, ben, si ça bloque sur un point, c'est peut-être que ce point-là, c'est peut-être le plus compliqué à bouger. Et du coup, on va essayer de bouger sur une autre chose. Parce qu'on peut pas améliorer ça. Je reprends l'exemple, encore une fois, je reprends l'exemple sur les relations sociales. J'aimerais vraiment beaucoup sortir, voir du monde, mais en fait, mes pensées négatives m'empêchent vraiment de le faire parce que chaque fois que j'y vais, c'est une corvée et quand je reviens, je me suis pas amusé et je rumine sur tout ce qui s'est passé. Bon, ben, d'accord, c'est peut-être un pas qui était trop grand. Et du coup, est-ce que je peux entretenir des relations sociales d'une autre façon, de façon plus mesurée, peut-être en tête à tête avec la personne, peut-être juste par Internet, peut-être juste des appels raccourcis, peut-être. L'idée, c'est de toujours essayer de faire le pas qui contrarie la dépression et le faire progressivement. J'ai pas de réponse toute faite pour la réponse parce qu'en fait, encore une fois, c'est très dépendant du profil. Qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est difficile. Ouais. Et Du coup, il y a quelqu'un qui demande si baisser les objectifs, ça voulait dire, à l'inverse, augmenter les anxiolytiques, et on pourrait même élargir aux autres médicaments. si baisser, pardon, je n'ai pas compris.
Il y a une personne qui demande si baisser les objectifs parce que le pas qu'on a essayé de faire était trop grand, Hmm. signifie à l'inverse d'augmenter la dose de médicaments, augmenter l'anxiété. Mais pas forcément. En fait, c'était deux méthodes que je donnais. Soit on considère que le pas, je veux vraiment faire ce pas-là, mais c'est trop compliqué et c'est l'anxiété qui me bloque. Mais peut-être je vais prendre des anxiolytiques. Après, attention, l'anxiolytique va créer de la fatigue et du coup, ça peut accentuer encore certains autres symptômes. Ça va baisser l'anxiété, mais peut-être augmenter la fatigue. Et du coup, la fatigue va peut-être être un frein au comportement. Je vais faire vraiment. Dans la dépression, il faut bien réaliser. Ça peut être aujourd'hui. Dans quoi je peux mettre 10% de mon énergie. Alors déjà, j'ai pas d'énergie. Alors 10% de pas d'énergie, c'est pas beaucoup. Et ça peut être juste ouvrir, tirer les rideaux, enfin les ouvrir, du coup, pour laisser la lumière passer. Et ça paraît rien, hein, en termes de coût, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, juste de voir la lumière du jour, ça a un vrai impact sur l'humeur de la personne. Alors, ça fera pas que la personne d'un seul coup elle va sortir de la dépression, mais ça sera déjà une petite victoire sur la journée. Et on va pouvoir se baser sur cette petite victoire pour le lendemain essayer d'arracher une autre petite victoire. Et progressivement, en fait, on va lancer le TGV, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est que initialement, c'est au début, dans les traitements de la dépression, au début, c'est toujours la période la plus compliquée. Parce que déjà, les patients sont pessimistes, ils se disent, je vois pas comment, c'est le propre de la dépression, hein. Je sais pas comment j'arriverai à sortir de ça. Et puis au début, la perte de plaisir est encore là. Donc le corps est désensibilisé et du coup les patients arrivent à mettre en place des choses plus ou moins, parce que le cercle vicieux est tellement important au début que c'est très compliqué et ils n'ont pas forcément de plaisir à ça. Et du coup au début, c'est le moment où c'est le plus compliqué. C'est le moment où on fait les premiers pas. On n'a pas encore la récompense à ça. Et c'est pour ça qu'au début, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire des micro-objectifs pour permettre encore en mouvement. Et même si c'est pas des grands, même si c'est pas des grands pas vus d'extérieur, ces petits pas sont considérables. Hop, ça a bugué de tous les côtés. Je crois Moi, que je vous ai je toujours. crois que c'était ma connexion. Je manque de batterie. Ah, on va bientôt s'arrêter de toute façon. Dans ce cas, je peux vous Je vais poser prendre la dernière. quelques dernières questions. Donc, il y avait d'une part des questions. Il y avait trois types de questions sur les aidants, les lives à venir et les thérapies en ligne. Donc, concernant les aidants, c'était sur le risque de tomber en dépression quand on était aidant, de se faire entraîner en dépression de son proche. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose là-dessus et quelqu'un avait répondu en commentaire que c'était l'importance d'être suivi aussi quand on était aidant par un psy. Et je vais faire un peu oui, alors je vais faire un peu de pub pour France Dépression, parce que la dernière fois, justement, France Dépression nous en parlait que les aidants étaient les bienvenus aussi dans cette association. Et du coup, n'hésitez pas justement à pouvoir parler avec d'autres personnes qui vivent votre situation. Maintenant, les études sur les aidants, ça part un peu dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois le patient peut déprimer l'aidant et à la fois l'aidant peut améliorer aussi. En fait, c'est contagieux dans les deux sens. Et du coup, allez savoir qui va réussir à. Est-ce que c'est l'humeur positive qui va rendre l'autre contagieux ou dans tous les cas, il faut savoir se préserver chez l'aidant et savoir les moments où il faut faire des pauses. Parce que c'est un peu comme la personne déprimée, il faut savoir aussi prendre soin de soi et par moment relâcher un peu la pression aussi qu'on se met. Parce que encore une fois, l'aidant, c'est super si l'aidant peut aider, mais c'est pas son travail. C'est pas C'est son vraiment rôle. important de. C'est pas son rôle. C'est une aide précieuse, mais il faut pas qu'il s'engage dans une action qui ferait qu'il s'épuise et parce que j'allais dire c'est pas un psychologue, mais même un psychologue, même quelqu'un qui serait aidant et psychologue, ça serait pas non plus son travail. Il aurait pas la distance suffisante et il laisserait la main à un autre thérapeute
et il utiliserait de son rôle d'aidant, mais il n'irait pas plus loin que ça. Parce que la distance est vraiment quelque chose de très important. Merci pour cette réponse. Alors, Concernant les thérapies en ligne qui seront bientôt proposées, donc on demandait si il faudrait s'inscrire et si ça allait être payant. Donc, je vous laisse. oui, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message en privé pour nous dire que vous êtes intéressé. Et puis, de toute façon, on mettra les informations sur le groupe. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, on en reparle. Ce sera à partir du mois de septembre parce que là, en août, ça va être compliqué pour s'organiser. Mais on pourrait envisager ça pour le mois de septembre. On vous donnera le nombre de séances, les tarifs. En attendant, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mutuelle. Voilà. Il y avait une autre question? Oui, il y avait d'autres questions sur s'il y aurait bientôt un live sur les troubles anxieux généralisés. Et Oui, promis. Promis. Donc, en attendant, n'hésitez pas à aller suivre les comptes sur les crises de panique et sur l'anxiété. Mais bien sûr, on va le faire. C'est super important. Et puis, il y a tellement de personnes qui souffrent d'anxiété généralisée que voilà, il est important d'en parler. Et de dire aussi que ça peut changer. Parce que, pareil, les gens, ils ont vécu avec ça depuis des années. Ils ont l'impression que ça fait partie de leur personnalité. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, on peut vraiment traiter ça. Il y a une On en vie sans reparle. ces troubles. Et ça, c'est édifiant hein, de voir les patients qui, au bout d'un moment, le vivent comme une fatalité et ont l'impression qu'ils vont devoir vivre avec ce gros caillou dans la chaussure, alors qu'il y a une vie sans, il y a une vie beaucoup plus allégée. Et une des dernières Voilà. questions que j'ai notées était très large, donc je ne sais pas si on va pouvoir y répondre ce soir. C'était comment diminuer ses addictions. Donc là, c'est large, mais il existe aussi des TCC qui ont Oui. dans ce but, qui visent vraiment la diminution de... Les Les thérapies TCC, cognitivo-comportementales marchent super bien dans les ouais. addictions. Les TCC, les thérapies ACT, donc qui sont les TCC troisième vague, fonctionnent aussi très bien. Après, ça vaut le coup de voir un addictologue. Il y a pas mal d'associations, il y a des CHU aussi qui font des consultations par rapport à ça. Je sais pas d'où, si la personne est sur Montpellier ou ailleurs, donc j'ai évité de donner des noms, mais les associations, c'est très précieux. Enfin, les consultations avec le psychologue et addictologue, c'est très précieux. Et derrière, s'il y a vraiment si une nécessité de faire un sevrage, il y a aussi des hôpitaux et des cliniques qui font ce genre de choses. Donc, il y a pas mal d'outils en fait. Il y a pas mal d'outils. Donc oui, ça vaut le coup de faire une TCC ou thérapie de type troisième vague, thérapie ACT. Mais à côté de ça, c'est important d'être aussi dans le circuit des addictions. Et souvent dans les villes, il y a quand même un réseau par rapport à ça. Parce que c'est vraiment Avec des pas, spécialistes qui connaissent, qui peuvent comprendre, qui ouais. savent ce qu'il faut faire aussi dans certaines Mm. situations. Et puis voir les traitements de substitution. Alors quand c'est l'alcool, c'est compliqué, mais pour les autres troubles, on peut avoir des traitements aussi de substitution qui peuvent aider. Et du coup, là, la prise en charge, sur les addictions, la prise en charge, elle doit vraiment être euh, euh, pluridisciplinaire, je dirais. Hein. Il faut qu'elle touche, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et voilà, on va peut-être s'arrêter là pour pas trop fatiguer Bastien parce qu'il a une grosse journée aussi et demain ça recommence. Mm. Donc, Peut-être juste un dernier mot pour donc la personne qui s'appelle CHPP, voilà, qui dit que son proche refuse les addictologues, tout ça, d'aller en clinique. Mm. Et quelqu'un, Mm. calculaire refuse, qui lui répond que la décision doit venir de lui. Donc, Ah ben vous pouvez pas traiter vous pouvez pas traiter une addiction de quelqu'un sans son accord, c'est évident. Hein. et c'est Sauf dans frustrant le quand cas, t'es dedans, mais ah ben oui. Oui, mais c'est sauf dans le cas où il y a une où la personne se met réellement en danger, en danger pour sa vie, il peut y avoir la question de hospitalisation pardon, à la demande d'un tiers, mais c'est des cas très très rares et
et qui sont très compliqués à mettre en place. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à se faire prendre en charge. Je sais que c'est très compliqué par rapport aux proches parce qu'on voit la personne se détruire, mais de toute manière, une prise en charge où le proche patient ne voudrait pas changer et mettre en place des comportements pour sortir de ça, c'est une thérapie qui est vouée à l'échec. Enfin, je vois pas. En général, les patients qui viennent au cabinet, ils viennent pas en traînant des pieds. Mais j'imagine mal quelqu'un qui serait enfin qu'on aurait placé là et réussir à le faire évoluer parce que, comme on l'a dit, en tout cas dans les TCC, c'est un travail collaboratif. Du C'est coup, du s'il y a une travail, de la personne motivation, c'est fatigant, hein, c'est pour ça. et si la personne ne veut pas changer ou enfin jouer le jeu, ça me paraît délicat. Là, c'est plus une question de réussir à faire émerger Hmm. Donc, n'hésitez pas aussi, comme on va s'arrêter pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous poser aussi des questions en message privé et peut-être nous dire quels sont les thèmes des prochains lives qui pourraient vous plaire. Voilà, on est là pour répondre à vos questions. J'espère que déjà ça vous a été utile. Peut-être les filles, si vous voulez ajouter des choses. Non, non, je pense aussi que ce serait pas mal si les gens nous donnaient des idées de live parce que c'est vrai que la dernière fois, on a fait un live sur le trouble bipolaire de manière générale. Sauf que comme on Hmm. l'a vu, les questions ont afflué et Ouais. entre la phase dépressive, la phase maniaque, hypomaniaque, les différents types, etc. Hmm. C'était difficile de tout gérer. Du coup, il faudrait peut-être qu'on fasse des lives sur des Sur les points thèmes. plus précis, là, comme on a fait la dépression aujourd'hui, par exemple, et c'était plus facilement gérable. Donc, si les gens peuvent nous dire des thèmes précis qu'ils aimeraient qu'on aborde, ce serait super. Et merci à tout le monde d'avoir été présent et d'avoir été aussi actif aussi en message, à poser des questions et autres. Merci pour vos questions. Ah oui, une dernière chose, si vous voulez être prévenu des prochains lives, et parce qu'avec Instagram, c'est toujours un peu plus compliqué pour informer les personnes qu'il va y avoir quelque chose, n'hésitez pas à remplir dans la bio des comptes. Vous avez un lien vers un Linktree qui permet en fait de s'inscrire à la mailing list pour pouvoir avoir les informations pour chaque live et juste voir les thèmes. Et en fonction de ça, si ça vous intéresse, vous venez. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi pendant une bonne heure. Merci En beaucoup. espérant Oui, que ça vous a aidé et puis peut-être j'espère à bientôt pour les questions sur le sur le trouble bipolaire du coup. avec grand plaisir. Merci beaucoup, Bastien, hein, pour ton temps et tes réponses hyper claires. Merci à tous. Bon, À Merci à tous. bientôt. bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.